On a tous déjà vécu une frustration en constatant une erreur de prix à la caisse, ou bien cette fameuse irritation devant un terminal de paiement qui semble suggérer un pourboire, disons, un peu trop généreux. Ces situations du quotidien, apparemment anodines, ont un impact direct sur notre portefeuille. L'Office de protection du consommateur, OPC, modernise ses règles et renforce nos droits en tant que consommateurs. Des mesures concrètes sont entrées en vigueur. Bienvenue dans le balado Au-delà des chiffres d'Espace Finance. Je suis Marianne Ouellette, votre animatrice, et aujourd'hui, on va parler de nos droits en tant que consommateurs et plus particulièrement de la loi protégeant les consommateurs contre les pratiques commerciales abusives et offrant une meilleure transparence en matière de prix et de crédit, aussi connue sous le nom de loi 72 au Québec. Pour discuter de ces changements qui impactent notre quotidien à tous, je reçois Mélanie Rioux, conseillère et conférencière chez Espace Finance. Bonjour Mélanie. Bonjour Marianne. Je suis bien heureuse d'être ici avec toi aujourd'hui pour discuter des changements apportés justement par la loi 72. C'est effectivement une importante mise à jour, tu vas voir, et qui touche beaucoup de biens qu'on achète au quotidien. Commençons, disons, par une situation que tout le monde a déjà vécue. Le prix en rayon qui ne correspond pas à celui en caisse. La loi est très ferme là-dessus. On parle ici de la politique d'exactitude des prix. Dis-nous donc, c'est quoi qu'il faut retenir concrètement par rapport à cette situation? Ben, tu sais, Marianne, en fait, cette politique-là, la politique d'exactitude des prix, c'est une politique qui prévoit un dédommagement pour le client si le prix enregistré à la caisse est plus élevé que le prix annoncé en magasin. Ça existait déjà, ce dédommagement-là. Puis ça peut être un prix annoncé en magasin, dans une circulaire ou dans toute autre publicité. Puis, le dédommagement qui est prévu dans le cadre de cette loi-là, dans le cadre de cette politique-là plutôt, ce dédommagement-là n'avait jamais été revu depuis très, très longtemps. Mais le 7 mai 2025, le montant du dédommagement est passé de 10 $ à 15 $. Donc, on a revu à la hausse le dédommagement prévu. Ça signifie quoi concrètement pour les consommateurs? Oui, en fait, concrètement, ce que ça signifie que si un produit coûte, par exemple, 15 $ ou moins, et qu'une erreur se glisse à la caisse, à ce moment-là, le consommateur obtient le produit gratuitement. Puis, pour les articles de plus de 15 $, le commerçant doit offrir un rabais de 15 $ à ce moment-là. Par exemple, si on prend l'exemple d'un pot de jus que j'achète au prix annoncé en rabais à 3,88, puis que lorsque j'arrive à la caisse, on me charge le prix régulier de 4 $ par exemple, à ce moment-là, j'obtiendrai l'article gratuitement. Puis, mais si par contre j'achète un grille-pain au prix annoncé de 30 $, mais que le prix enregistré à la caisse est plus élevé, bien là, à ce moment-là, j'obtiendrai un rabais de 15 $, applicable sur le prix le plus bas annoncé, évidemment, soit le montant de 30 $. Dans le cas, par contre, de produits identiques, parce que ça peut arriver que j'achète plus d'un produit annoncé en rabais, à ce moment-là, la gratuité ou le rabais est applicable seulement sur un seul produit. Donc, si j'achète 3 contenants de jus, comme je prenais comme exemple tantôt, à 3,88 $ et qu'une erreur se glisse à la caisse, la gratuité va s'appliquer seulement sur un seul contenant et le commerçant, par contre, doit me vendre les 2 autres produits au prix le plus bas annoncé, soit 3,88 $. OK. Donc, lorsque l'application de la politique entraîne la remise gratuite du bien ou un rabais, comment sont appliquées les taxes à ce moment-là, la TPS, la TVQ? En fait, les taxes sont calculées sur le prix que le consommateur doit réellement payer. C'est-à-dire le prix corrigé incluant le rabais. Si l'article est gratuit, mais à ce moment-là, le commerçant ne doit pas faire payer de taxes au consommateur. OK, je comprends. Ouais. Puis, est-ce que le dédommagement que prévoit la politique s'applique à tous les articles que nous achetons?
Non, par exemple, il y a certaines exceptions qui s'appliquent, là, soit sur les articles, par exemple, les articles sans code barre, comme les fruits, les légumes vendus au poids, euh, parce que là, c'est carrément impossible là, d'étiqueter chaque article individuellement. Puis il y a aussi certaines restrictions qui s'appliquent pour les médicaments vendus exclusivement en pharmacie, le lait, l'alcool, les produits du tabac qui sont soumis à un prix minimal légal. Donc là, le consommateur n'a pas droit à un dédommagement si, par exemple, le rabais fait en sorte que le prix minimal n'est plus respecté. Et est-ce qu'il y a des types de commerces qui ne sont pas obligés de se conformer à cette politique? Oui, effectivement. Donc, entre autres, là, les commerces qui étiquettent individuellement chaque article ne sont pas soumis à la politique d'exactitude des prix, comme les commerces de vêtements, par exemple, hein, qui ont vraiment l'obligation d'étiqueter chaque vêtement individuellement. Puis, en cas d'erreur de prix, ils doivent par contre vendre l'article au prix le plus bas annoncé. Ça, c'est toujours, hein, le prix le plus bas annoncé doit être respecté. Mm-hmm. Puis, mais par contre, aucun dédommagement n'est prévu puisque la politique ne s'applique pas dans ce cas-ci. Par ailleurs aussi, là, la politique d'exactitude des prix doit obligatoirement être affichée près de chaque caisse et de chaque lecteur optique mis à la disposition du consommateur. Donc, on peut remarquer là, la petite affiche là, qui doit être vraiment présente là, près de la caisse là, lorsqu'on passe payer. Oui, j'ai déjà vu ça hein? là, dans les magasins, absolument. Est-ce que la politique s'applique là, pour les achats par Internet, par exemple? En fait, la politique d'exactitude des prix ne s'applique pas là, sur les prix, sur les achats en ligne. Toutefois, le consommateur est en droit d'exiger le prix annoncé. Encore une fois, hein, donc le prix annoncé doit être là, absolument respecté. OK. Et qu'est-ce qui arrive si le prix lu à la caisse est inférieur, donc est plus bas que le prix annoncé, soit en magasin, sur le web, dans une circulaire, dans une publicité? Oui, en fait, ici, là, puisque l'erreur est en faveur du consommateur, ben là, le consommateur n'a pas droit au dédommagement prévu par la politique. Hein, on s'entend là. Toutefois, encore une fois, le commerçant doit lui vendre l'article au prix le plus bas qu'il a annoncé. OK. Bon, mais parlons d'épicerie maintenant. C'est souvent là qu'on passe le plus de temps à comparer les prix. Dis-moi, Mélanie, là, qu'est-ce qui change pour nous dans les rayons depuis l'adoption de la loi 72? En fait, il y a des beaux changements, Marianne, tu vas voir. En fait, l'objectif là de ces changements-là, là, c'est de mettre fin aux pièges visuels, là, puis aussi des comparaisons impossibles, hein, quand on veut comparer le prix de deux produits un par rapport à l'autre. Donc, il y a vraiment plusieurs nouveautés qui sont entrées en vigueur le 7 mai dernier. Puis tous les commerçants qui vendent des aliments destinés à la consommation humaine sont concernés par ces changements-là, tels que les épiceries puis les dépanneurs. OK. Puis j'ai cru comprendre que ça touchait entre autres l'affichage des taxes. Oui, effectivement. Donc, la plupart des aliments, tu sais, hein, Marianne, la plupart des aliments là, qui sont vendus en épicerie sont détaxés. Mais pas tous, là. Hein. Il y en a, par exemple, les croustilles, l'eau minérale, gazéifiée, les friandises, puis autres produits de confiserie, là, ne sont pas détaxés. Donc, c'est parfois aussi une question de quantité, hein, des fois, qui fait en sorte que le produit va être taxé ou non. Okay. Par exemple, les gâteaux, les muffins et autres pâtisseries sont généralement taxables, sauf lorsqu'ils sont vendus en paquets de 6 portions ou plus, là, ils ne sont plus taxables. OK. C'est le cas aussi des boissons qui passent sous la barre là, des 600 millilitres à cause de la réduflation, hein, ça arrive ça aussi, et qui soudainement deviennent taxables. Donc, tu vois, ça peut être un peu difficile de s'y retrouver là, facilement à l'épicerie. Donc, ça peut même être un vrai casse-tête parfois. J'avoue, là. Ouais. Mais par contre, là, depuis le 7 mai dernier, le prix des aliments doit indiquer clairement si l'aliment est taxable ou non. Ah. Puis cette information-là doit se trouver à proximité du prix affiché. Puis cela concerne aussi les prix affichés en magasin, sur le site web, dans la circulaire, les publicités. Donc, tu pourras remarquer là, dans la circulaire, là, on le voit là. Tu sais, est-ce que le produit est taxable ou non?
En fait, le fait d'être mieux informé sur le caractère taxable ou non là, des aliments en l'épicerie peut permettre aux consommateurs d'éviter les taxes, tout simplement, et ainsi faire des économies sur sa facture au bout du compte, là. Oui, je comprends. C'est vraiment une bonne nouvelle. Oui, c'est bon à savoir. C'est bon à savoir, oui. Peux-tu nous parler d'un autre changement? Oui, en fait, il y a aussi un autre beau changement, là, le prix réservé aux membres. Hein. Des fois, c'est pas toujours évident de se retrouver. Si on n'est pas membre, ben on se demande quel prix on doit payer. Mais ici, il y a un beau changement là, qui arrive. Le prix réservé aux membres ne peuvent plus être mis en valeur de façon là, exagérée par rapport au prix non membres. Maintenant, en fait, le prix pour les non-membres doit être suffisamment visible par rapport au prix pour les membres. Et les deux prix aussi les deux prix proposés doivent se retrouver l'un à côté de l'autre. Donc, je suis pas censée chercher partout, trouver le prix non-membre. Donc, qu'on soit membre ou non, là, les prix doivent être indiqués clairement et faciles à repérer pour éviter les mauvaises surprises à la caisse, là. OK. Puis, par rapport à l'affichage des prix, est-ce qu'il y a d'autres changements qui sont en vigueur? Oui, absolument. Il y a le fameux prix au 100 grammes là, ou au litre qui doit être uniformisé maintenant, là, puis bien visible. Donc maintenant, là, la même unité de mesure métrique doit être utilisée pour tous les produits alimentaires de même nature pour faciliter justement la comparaison. Donc, tous les contenants, par exemple, de jus, là, pourraient indiquer un prix au 100 millilitres, par exemple, pour vraiment permettre là, de faciliter la comparaison, de savoir en fait plus facilement si le prix du grand format est vraiment plus avantageux que les deux petits, là. Tu sais. Donc cette nouvelle règle là, elle vise vraiment aussi là, c'est particulier aussi là aux produits d'alimentation pour les animaux. Donc cette règle là, elle s'applique aussi là à ces produits-là. OK. Ouais. Puis aussi peut-être dire les offres groupées qu'on voit aussi parfois là du style 3 pour 10 là, ben le prix à l'unité doit être suffisamment visible par rapport au prix de l'offre groupée. Hein. Parfois, on se demande si j'achète pas les 3, c'est quoi mon prix? Donc, si j'achète à l'unité, ben ce dernier peut être affiché plus gros, mais pas beaucoup plus gros. Là, il faut vraiment pas dépasser 25% la taille du prix à l'unité. Okay? Donc, il y a vraiment des limites là qui sont établies à ce niveau-là. Puis, ben c'est ça, les deux prix proposés doivent se trouver aussi l'un à côté de l'autre. OK, bon. Ben quittons l'épicerie maintenant là, pour le restaurant ou le café. Ces écrans de paiement qui nous demandent un pourboire, là, parfois de façon un peu imposante. Est-ce que la loi en parle de ça? Ben oui, Marianne, absolument. Donc, il y a vraiment des avancées majeures là, pour la transparence là, de ce côté-là. Donc, les terminaux de paiement doivent maintenant offrir des options plus équilibrées. Ah oui, plus équilibrées. Peux-tu nous en dire plus? Oui, en fait, ben d'abord, là, le premier beau changement, là, les pourcentages de pourboire suggérés sont maintenant calculés sur le montant avant taxe, pas sur le total comme avant, comme c'était là auparavant. Donc, c'est plus juste pour le consommateur. Puis ensuite, un autre beau changement, le consommateur doit toujours avoir l'option d'entrer un montant personnalisé ou même de ne laisser aucun pourboire. OK? Puis ces suggestions-là de pourboire doivent être présentées de façon neutre et être toutes aussi visibles les unes par rapport aux autres sur le terminal. Donc, j'ai pas besoin de chercher si je désire ne pas laisser aucun pourboire. Je vais le trouver de manière très évidente. Et ne doit pas non plus comporter des indices visuels comme des émoticônes. Là. Tu sais, un petit bonhomme qui sourit ou un petit bonhomme qui pleure là, à côté. Là, ça, on n'a plus le droit de faire ça parce que ça pourrait influencer là, le choix du consommateur. Ça pourrait faire que le consommateur se sente mal. Là, de ne pas laisser de pourboire parce qu'un beau petit bonhomme qui pleure. OK. C'est vraiment intéressant et bien pratique de savoir ça, là. Mais dis-moi, est-ce que les changements amenés par cette loi touchent aussi le crédit? Oui, Marianne, il y a effectivement des beaux changements concernant le crédit. Peux-tu nous résumer les ajustements importants pour protéger les consommateurs? Oui, absolument. Donc, en fait, la loi là, vient renforcer des mesures de protection à plusieurs niveaux concernant le crédit, là.
D'abord, il y a une première modification qui concerne la limite de crédit accordée là, lors de la demande d'un crédit variable. Quand on parle de crédit variable, Marianne, on parle de carte de crédit ou de marge de crédit. Maintenant, en fait, le commerçant ne peut plus accorder une limite de crédit supérieure à celle souhaitée par le consommateur. Donc, si le consommateur a indiqué qu'il voulait une limite de crédit de 2000 $ dans son formulaire, ben la limite est de 2000 $. On pourrait pas autoriser une limite plus élevée. OK. Puis, le commerçant doit aussi refuser toute demande qui n'indiquerait pas la limite de crédit. Donc, c'est pas à lui là, de présumer la limite à accorder sans l'avis du consommateur. Donc, si l'on vient ajouter là, une barrière, en fait, là, contre le surendettement. Puis, par ailleurs aussi, une fois que la limite de crédit est établie, le commerçant, lui, ne peut pas l'augmenter comme il veut, sauf si le consommateur en fait une demande formelle, verbalement ou par écrit, une demande formelle. Ce qu'on doit préciser aussi, c'est que le fait que le consommateur effectue une opération qui pourrait entraîner le dépassement de sa limite de crédit, là, ben ça constitue pas une demande formelle d'augmentation de limite. Je comprends. Puis j'avoue que cette mesure-là peut limiter le surendettement, là, assurément. Absolument. Puis est-ce qu'il y a d'autres mesures à mentionner pour que nos auditeurs soient encore plus informés sur ce sujet-là? Oui, en fait, il y a aussi une autre importante modification qui concerne, elle, le remboursement quand des dettes comportent des taux de crédit différents. Donc, le consommateur doit, le commerçant doit alors imputer tout versement du consommateur sur la dette portant le taux de crédit le plus élevé. Sur les autres dettes par ordre décroissant de taux de crédit. Tu me suis, Marianne? Oui. Donne-nous un exemple. Oui, ben en fait, par exemple, si l'état de compte d'une carte de crédit du consommateur comporte une dette à laquelle s'applique un taux habituel, là, le taux habituel de sa carte, puis une avance de fonds à laquelle s'applique un taux plus élevé. OK? Mais là, à ce moment-là, le versement du consommateur doit d'abord s'appliquer sur l'avance de fonds, qui, elle, comporte un taux plus élevé, puis ensuite sur la carte qui, elle, est au taux habituel. Puis ça, ben encore une fois, là, c'est en vue là, d'aider à réduire le fardeau financier du consommateur là, un petit peu plus rapidement. Puis au bout du compte, là, ces mesures-là là, protègent le consommateur contre le surendettement et les conditions de crédit abusives. Très bon à savoir. Maintenant, je vais t'amener ailleurs, complètement ailleurs, Mélanie. Dans le fond, on sait qu'il y a beaucoup de consommateurs qui ont malheureusement déjà vécu une mauvaise expérience après avoir acheté un bien ou un service d'un commerçant itinérant. Un bien dont il n'y avait pas vraiment besoin ou dont le prix était 2 ou 3 fois plus élevé que chez le commerçant du coin. Ouais. Parmi les mesures importantes là, qui sont entrées en vigueur avec cette loi-là, je sais qu'il y a certaines qui concernent la vente itinérante. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, absolument, Marianne. Effectivement, là, il y a des changements de ce côté-là. En fait, d'abord, là, les nouveaux changements prévoient certains types de contrats dont la conclusion avec un commerçant itinérant est maintenant interdite. Donc, puis, dans le fond, dans ces contrats-là, il s'agit des contrats qui concernent soit là un appareil de chauffage ou de climatisation. Ça va inclure le climatiseur, une thermopompe, une fournaise ou un système de géothermie. Il y a aussi un contrat qui pourrait concerner un service de décontamination ou un service d'isolation. OK, alors c'est interdit, là. Oui, maintenant, là, pour ce type de contrat-là, c'est complètement interdit. OK. Il est aussi maintenant interdit à un commerçant itinérant de conclure ou de participer là, à la conclusion d'un contrat de crédit ou de louage à long terme. Donc, si on fait affaire avec un commerçant itinérant qu'on n'a pas nous-mêmes sollicité, ce n'est plus légal de faire signer un contrat sur le coin de la table. OK? Concrètement, là, tout ça là, signifie que tout commerçant qui sonne à la porte d'un consommateur sans que ce dernier l'ait d'abord sollicité en vue de lui vendre l'un des produits ou services là, énumérés précédemment, enfreint maintenant la loi. OK. Puis, par contre, là, ça met pas fin complètement à la vente itinérante. Là. Les commerçants pourront continuer à sonner à notre porte, mais pas pour ce type de bien-là. OK, je comprends.
Dernier sujet là, dont je veux te parler, Mélanie, aujourd'hui, c'est un scénario qui inquiète de plus en plus, là. C'est se rendre compte d'une fraude sur sa carte de débit. Pas de crédit, là, de débit. C'est quoi notre responsabilité maintenant? Oui, en fait, maintenant, là, en cas de fraude, là, sur sa carte de débit, la responsabilité du consommateur est limitée à 50 $. OK. Donc maintenant, là, depuis le changement législatif. Par contre, là, c'est vraiment primordial de rester prudent, hein, parce que cette protection-là n'est pas automatique. Et le consommateur doit vraiment prouver là, qu'il n'a pas été négligent, hein, dans toute sa démarche. Donc, c'est important là, si on veut pouvoir bénéficier là, de cette protection-là. Donc, si j'ai pas été négligente, puis je suis capable de le prouver, puis que je perds ma carte de débit qui a une puce, par exemple, puis on me fraude pour 300 ou 400 $, j'aurais pas plus que 50 $ de responsabilité là-dessus, c'est ça? Exactement. OK, je Exactement. comprends. Bon, ben, écoute, c'est d'excellentes nouvelles pour les consommateurs. Merci, Mélanie, pour ces explications si claires. Donc, en résumé, que ce soit à la caisse de l'épicerie, au restaurant ou dans la gestion de notre crédit, le message de cette modernisation est simple. Plus de clarté, plus d'équité et la possibilité de garder plus d'argent dans nos poches. C'est exactement ça, Marianne. L'objectif, là, c'est vraiment là, de donner au consommateur des outils là, pour lui permettre de faire valoir ses droits d'abord, puis prendre des décisions plus éclairées. Pour consulter toutes les règles en détail ou pour vérifier vos droits selon différentes situations, je vous invite à vous rendre sur le site de l'Office de protection du consommateur, opc.gouv.qc.ca. Vous allez y trouver des ressources complètes, à jour et accessibles. Puis si vous souhaitez aller plus loin dans la gestion de vos finances, je vous invite à suivre Espace Finances pour découvrir d'autres outils, conseils et contenus qui vous aident à faire des choix éclairés chaque jour. Merci Mélanie de nous avoir fait toutes ces explications très claires. Merci à vous de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouvel épisode de Au-delà des chiffres. Ce projet a été réalisé grâce à la contribution financière de l'Office de la protection du consommateur.